c'est la saison de l'algèbre et donc oui, on commence avec quelque chose d'assez basique. Avant les espaces vectoriels et les applications linéaires, on étudie le calcul matriciel. Donc ici, que des techniques. Je pense qu'il faut limite connaître tout par cœur ce qu'il y a là-dedans. On va faire deux trois techniques, vous allez voir. C'est vraiment une très bonne introduction au calcul matriciel et à l'algèbre. Tout va être assez clé. Je vous retiens pas. On est parti. On lance le corrigé. Événement! La Taylor Academy revient en février avec 2 sessions de stage parce que maintenant il y a bien sûr une division selon les zones. Alors semaine du 16 février pour les élèves de la zone A et B et semaine du 23 février pour les élèves des zones B et C. Donc ceux de la zone B, vous avez 2 choix. Sachant que voilà, je suis un expert de la visio, on fait beaucoup de choses. J'ai un logiciel que je vous présente pour vous montrer les méthodes. Je vous donne les replays des 30 heures qu'on passe ensemble. Et l'avantage, c'est que ça me permet de rencontrer des élèves en stage de toute la France, hein, de Pau à Strasbourg, en passant par Marseille et par Rennes. C'est un plaisir. N'hésitez pas à venir vous inscrire. Ça fait 6 mois que vous êtes en prépa, vous vous dites c'est bon, je commence à sortir la tête de l'eau, je commence un peu à comprendre comment m'organiser. Et là, patatras, on découvre l'algèbre. L'algèbre, énorme sujet au concours, hein, dans plus d'un an. Énorme sujet en première année, mais c'est nouveau, nouvelle méthode, nouvelle manière de penser. Alors c'est là-dessus qu'on va se concentrer au maximum pendant le stage de février. N'hésitez pas à vous inscrire tayloracademy.fr, il reste des places. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, une excellente vidéo de maths et je vous dis à la prochaine avec la Taylor Academy. Le suspense était insoutenable, mais que va-t-il se passer? Qu'est-ce que ça va être que cette méthode? On nous dit soit une matrice de rang 1. Alors déjà, c'est quoi le rang d'une matrice, hein? Pour ceux qui ne savent pas, une matrice, en fait, c'est quoi? En fait, c'est un objet qu'on écrit comme ça. Hop, A1, 1, A2, 1, A, n'importe quoi. Ça commence très mal. A, si, c'était très bien. 2, 1, A3, 1, hop. En fait, on met le premier chiffre ici, c'est pour indiquer la ligne, celui de la deuxième, la colonne. Donc disons que je fais une matrice 3, 3 hein, pour illustrer. Ligne 1, hop, comme ça. A2, 2, A2, 3, A3, 2, A3, 3. Voilà, j'ai une matrice. Une matrice, en fait, c'est la concaténation, si on veut, en partie, hein, il y a plein de manières de le voir, mais c'est aussi, c'est en partie, je sens que si je dis ça, je vais faire gueuler des gens, c'est la concaténation de trois vecteurs, qu'on fout ensemble dans un tableau, si vous voulez. Et donc quand on vous parle du rang d'une matrice, c'est en fait le nombre de vecteurs, si vous voulez, qui sont indépendants. Indépendants, c'est quoi? Bah, par exemple, 2, 4 et 1, 2 ne sont pas indépendants, ils sont collinaires. Quand on a des dimensions plus grandes que 2, genre 3, bah, en fait, des vecteurs indépendants sont ceux qui ne vont pas qu'on ne pourra pas écrire dans une combinaison linéaire. Donc potentiellement, si on a 1, 2, 3, 0, 1, 2 et 1, 3, 5. Ces trois-là ne sont pas indépendants. Pourquoi? Parce que le dernier, petit malin, vous avez repéré, c'est la somme des deux premiers. Donc c'est une combinaison linéaire, donc on peut le construire à partir des deux autres. Donc voilà, quand on vous dit le rang, c'est le nombre de vecteurs indépendants, enfin le nombre de colonnes indépendantes. Donc si vous voulez, on va essayer de regarder une matrice donc de taille n, là je vous ai fait un exemple avec 3, mais une matrice de taille n, on va essayer de la considérer comme en fait une concaténation de trois colonnes, donc c'est comme si j'avais C1, C2, C3. Donc la première idée ici, c'est d'écrire grand M égale, donc ça sera en dimension n encore une fois, avec n lignes, n colonnes, hein. Mais en fait, c'est une C1, hop, j'ai pas envie d'écrire tous les A, machin, donc j'écris ça, une C2, trois petits points, et en fait, le dernier, c'est une Cn. Donc c'est comme si j'avais, encore une fois, concaténé, mis côte à côte, n colonnes. J'ai ça, très bien, et on me dit, le rang, c'est 1. 1. Donc ça veut dire qu'en fait, le rang, c'est vraiment le nombre de vecteurs indépendants, et ben c'est un seul. Un seul, ça veut dire que ben, si on prend le premier, le deuxième ne peut pas lui être indépendant. Par exemple, qu'est-ce que ça implique? S'il y a une dépendance à ce point, c'est qu'en fait, quel que soit i supérieur ou égal à 2, en fait, bah, si c'est pas indépendant, il existe lambda i tel que ci égale lambda i fois c1. En fait, je comprends que bah, forcément C2, ça va être genre 3C1. Cn, ça va être, je sais pas, 8C1. En fait, tous sont liés à un même vecteur un peu fondamental. Un espèce de vecteur directeur. Si vous voulez, c'est comme si j'avais une droite, j'ai un vecteur directeur. Bon bah, ce vecteur directeur, j'ai aussi celui-ci, celui-ci, mais ils sont tous liés à la même chose. Bah, c'est ce qui se passe ici quand on vous dit que la matrice est de rang 1. Donc moi, quand j'ai rang de m égale 1, ça me donne ça. C'est m la matrice? Non, c'est A, c'est pas grave. Et donc, qu'est-ce que je peux dire? Bah, en fait, je peux écrire, je peux l'appeler 1 si on veut. Hop. Rang de A égale 1. Bah, ça veut dire que je peux écrire que A, en fait, c'est quoi? C'est lambda 1. Bah, en fait, c'est oui, lambda 1, enfin, c'est 1 fois C1. J'ai pris C1 comme base, j'ai le droit, hein. Ensuite, c'est lambda 2 C2, trois petits points.
Non, c'est pas C2 justement. Oh là là. C1, 3 petits points. Et ben lambda n C1. Donc en fait, c'est la même colonne multipliée à chaque fois par une, comment on appelle ça? Par une constante différente. Bah en fait, si vous y connaissez un petit peu en calcul matriciel, on se rend compte que ça peut s'écrire très facilement. 1, non, n'importe quoi. La colonne C1, là c'est une vraie colonne. Donc c'est un vecteur colonne, si vous voulez, ça appartient. Ça c'est une dimension n. Ça c'est une dimension n, 1. Et ben c'est la colonne fois la ligne suivante. 1, lambda 2, lambda 3. Et donc ça, c'est un vecteur ligne. Enfin, c'est une matrice ligne, si vous voulez, donc c'est un peu particulier. C'est pas, il n'y a pas de virgule ici, ça ne représente pas une colonne, c'est vraiment une matrice où j'ai pris que la première ligne. Un peu bizarre, mais ça serait par exemple cette ligne-là. Hop, voilà, donc c'est un truc de taille, bah en fait, 1, une seule ligne, n. Et si vous connaissez vos règles de multiplication matricielle, ça a du sens. Si je fais n1 fois 1n, une espèce de règle, comment on appelle ça, de Chasles, hop, je retrouve une matrice nn. Et donc j'ai montré de manière assez satisfaisante qu'en effet, je peux écrire A comme le produit d'une colonne et d'une ligne. Et si vous voulez, en fait, c'est ma colonne C1. Je vais peut-être commencer à lui donner un petit nom, hein, ma colonne C1, si vous voulez, c'est A11, A21, AN1, donc les coefficients de la première colonne de A, fois, bah en fait, 1, lambda 2, lambda n, c'est une ligne, donc en fait, c'est la transposée, vu que c'est une ligne, d'une colonne. Et c'est exactement ce que la question vous demande de démontrer. Donc c'est bien x fois ty. Donc ça, c'est fascinant. Et donc, à retenir par cœur. Dès que vous avez une matrice de rang 1, en fait, on peut l'écrire comme le produit d'une colonne, produit matriciel, et d'une ligne, ou d'une transposée de colonne. Et on la trouve comme ça. La transposée ici, c'est en fait l'ensemble des coefficients par lesquels on multiplie la colonne 1, par exemple. Voilà, que vaut tyx, bah alors ça c'est intéressant. Si ça, c'est donc, je nomme ces trucs-là x, ty, et ben tyx, bah, en termes si vous voulez, en termes de coefficients, bah ou en termes de taille, ty c'est en fait du 1n fois du n1. Donc en fait, qu'est-ce que ça va me faire? Vous avez peut-être compris déjà. Ça va me faire donc 1 lambda 2 lambda n fois a11, 3 petits points, an1. Bah, ça, c'est un genre de produit scalaire, si vous voulez. C'est en fait un nombre réel. Parce que là, j'ai donc du 1n fois du n1 égale eh ben, du 1,1, c'est-à-dire un nombre réel, c'est-à-dire la somme des... Alors, et que j'appelle lambda 1 égale 1, si vous voulez, pour pouvoir écrire tout bien, la somme des i égale 1 à n, des lambda i à i1. Voilà, c'est un réel. Appartient à grand R. Et on est content. Que vos tyx, c'est bon, c'est un réel, on le connaît, on va l'appeler, on va lui donner un petit nom, hein, on va l'appeler égale alpha par exemple. En déduire a puissance k, bah on est parti. Écoutez, c'est un peu bizarre, mais si on écrit tout, on va comprendre tout de suite ce qui se passe. A puissance k, c'est quoi? C'est x, ty, x, ty, 3 petits points, x, ty, k fois. Mais bien sûr, les parenthèses sont inutiles, elles sont là pour illustrer. Enfin, je fais ça juste pour le principe. Bah, je peux aussi écrire les parenthèses comme ceci. Je peux écrire ty, x, ty, x, jusqu'à ty, x ici. Il y a un ty ici. Et ça, j'en ai combien? Bah, en fait, on peut compter. J'en ai un par parenthèse. J'ai un par parenthèse sauf le dernier, donc en gros, j'en ai k-1. J'ai k-1 rencontre de ty et x qu'on a calculé avant. Ça vaut alpha. Bah, donc ça, c'est facilement alpha puissance k. Tout ce qu'il y a là, ça fait alpha puissance k, c'est un nombre réel. Je peux le sortir devant le x parce que c'est un réel, fois x ty. Bah, génial, c'est ek-1, on a dit, excusez-moi. Alpha k-1, grand A. Magnifique, je peux exprimer a puissance quelconque en fonction de a. Ça, c'est incroyable. Ça me rend très simple l'écriture. En déduire une condition nécessaire et suffisante pour que a plus n soit inversible et donner l'inverse. Alors là, c'est pas évident. Il y a plusieurs méthodes, on peut se lancer dans plein de choses. Moi, je sais, quand j'ai regardé ça, je me suis lancé un peu dans tous les sens. Il y a plusieurs techniques. Une première technique, c'est de dire, écoute, si je trouve une combinaison linéaire de a plus i avec d'autres choses, peut-être que je vais pouvoir montrer que a plus i fois une matrice s'écrit en fait comment dire, comme i. Enfin, si je peux écrire que, si vous voulez, une matrice fois une autre vaut i, c'est bon, j'ai trouvé un inverse. Donc ce qu'on peut tenter, c'est de mettre peut-être a plus i
en fait, on pourrait le tenter en puissance k. Si on met a plus i en puissance k quelconque, on va se retrouver, vu que a et i commutent, en puissance k, on va se retrouver avec une somme de k parmi n, enfin de j parmi k, etc., et faire un binôme. Ça va marcher. Alors en fait, ça va être un peu trop compliqué, donc le premier truc qu'on peut faire, c'est tenter a plus i puissance 2. Alors restez, parce qu'après, je vais vous faire une super méthode assez générique pour trouver ce genre de réponse aussi, sans aller à la pêche comme ça aux puissances. Mais bon, aller à la pêche n'est pas non plus si compliqué, donc j'écris que ça vaut combien? Ça vaut a carré, plus 2a, je peux appliquer le binôme encore une fois parce que ça commute, plus i. Ok, bah c'est bien tout ça, mais moi ça me fait quoi? A carré, c'est quoi A carré? A carré, c'est donc avec la truc de dessus, c'est alpha fois a. Donc j'ai alpha a plus 2a plus i. Ok. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que ça m'aide? Hmm. Est-ce que ça m'aide? Moi je veux du... bah, j'ai du alpha plus 2 là. Donc là j'ai du alpha plus 2 a plus i. Alors j'y suis presque... Moi ce que je veux c'est exprimer a plus i en fonction d'une autre matrice et qu'il reste i. En fait, ce qui me manque, c'est que j'ai pas de a plus i ici. Mais en soi, c'est pas vraiment un souci. Regardez, je peux faire ça. Je peux écrire égal alpha plus 2 a plus i. Hop là, comme un gros escroc. Plus, bah, il reste quoi? I fois, bah j'ai rajouté a plus 2 i là, donc 1 moins alpha moins 2 si vous voulez. Donc moins alpha moins 1 i. Et là, c'est pas mal. Donc si alpha vaut... Alors si alpha vaut moins 1, c'est un peu un problème. Est-ce que c'est possible qu'alpha vaille moins 1? Je vais regarder. Condition nécessaire et suffisante. Ah oui, c'est ça. Il y a peut-être un souci si alpha vaut moins 1. À quoi ça correspond si alpha vaut moins 1? Moi, je sais pas trop. Si alpha vaut moins 1, c'est très spécifique. Il faudrait essayer de comprendre. Alors, dans les commentaires, je pense qu'il y a plein de gens qui vont me le dire. En fait, alpha, ça correspond à un truc très très précis. Si ça vaut moins 1, ça déconne pour telle raison algébrique qui, moi, m'échappe, là, j'avoue. J'ai l'impression que moins 1 va être un souci. Mais on va regarder, en fait. Je continue un peu le calcul avant de m'avancer trop. Je peux ensuite tout factoriser les a plus i à gauche. Donc, j'ai a plus i carré moins alpha plus 2 a plus i. Donc, j'ai a plus i, si je le fais proprement. A plus i, facteur de a plus i lui-même, moins alpha plus 2, si vous voulez, i. Comme ceci. Donc j'enlève, je le mets là. Et ça, c'est égal à quoi? Égal moins alpha plus 1, i. Bon bah ça va être fini. Si alpha égale moins 1, on isole ce cas tout de suite. Si alpha égale moins 1, j'ai des soucis. Je me retrouve avec quelle relation? Je me retrouve avec si alpha égale moins 1, j'ai 0 à droite, et ici j'ai 2 moins 1, donc j'ai A, donc j'ai A plus I égale 0. Et donc, bah, un petit truc par l'absurde, hein, si A plus I inversible, je peux inverser ma relation, je peux multiplier par A plus I moins 1 de chaque côté, je me retrouve avec A égale 0. Non. Parce qu'on suppose que A est non nul, j'imagine, depuis le début. Oui, parce que bah, sinon son rang n'est pas 1. Donc voilà, c'est réglé. Donc je vois que là, c'est un souci. Et donc si alpha est différent de moins 1, par contre, hop, je peux arranger un peu mes affaires. Donc peut-être que je peux diviser, alors je vais changer des trucs, mais je peux dire que j'ai A plus I fois 1 sur alpha plus 1, alpha plus 2 moins 1, donc alpha plus 1, I moins A égale I. Génial. Donc j'ai A plus I. Facteur 2, en fait I moins 1 sur alpha plus 1 A égale I. Et donc par définition, hop, j'obtiens que ça, I moins 1 sur alpha plus 1 A, c'est A moins 1. Donc pour la réciproque, parce que ma condition, on demande une condition nécessaire et suffisante, hein, condition nécessaire et suffisante pour que l'inverse existe, bah, c'est clairement alpha différent de c'est clairement alpha différent de moins 1. Et donc réciproquement, si alpha différent de moins 1, bah, comme ça c'est vrai, alors c'est bon. Si alpha égale moins 1, enfin oui, j'ai les conditions suffisantes qui tombent sous le sens. Donc condition suffisante, ok également. Pourquoi j'accélère là-dessus? Parce que je veux faire la méthode 2, quand on vous pose une question comme ça, petit c, c'est chercher, enfin petit c pardon, petit c bis, méthode 2. En fait, euh, chercher l'inverse en fonction de A, on peut se dire, vu que A plus I s'écrit comme une combinaison de A et de I, on pourrait cherchons
un peu à l'arrache, mais en prenant la structure, c'est un peu comme quand on a des équations différentielles, vous savez, et on cherche la solution particulière comme une espèce un truc qui ressemble au terme de droite, si vous voulez. On a un terme de droite dans l'équation différentielle, genre, je sais pas, y' plus 3y égale x carré e de x, et on va chercher une exponence, on va chercher une solution particulière de la forme 1 polynôme du second degré fois e de x, parce qu'on a le truc à droite. Là, c'est un peu la même chose, c'est un peu le même genre d'esprit. Cherchons a plus i moins 1, un candidat, je sais pas écrire, de la forme, si vous voulez, a, euh, a plus b fois i. Et on écrit a plus i, facteur de a plus bi égale i. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je cherche un candidat, en gros, je l'écris entre guillemets parce qu'on ne sait pas qu'il existe, hein, surtout qu'on n'a pas les conditions ni rien, mais cherchons un candidat de la forme a plus b avec a et b des réels. On écrit ça et on va résoudre ce système en fait. Et on va voir si on peut trouver une valeur unique de a et b qui fonctionne. En gros, on se dit que si ça existe, ça sera de cette forme-là. Ce qui n'est pas absurde, notamment quand on vous dit dans l'énoncé en fonction de a. Bah, si et seulement si, on développe. Donc vous avez compris l'idée, hein. J'ai donc a carré, plus combien de a b plus, a plus b en l'occurrence, b plus a fois i, j'imagine. Donc attendez, je fais bien a fois i plus i fois a, c'est bon, plus bi. Ok. Oups, pardon, je me suis trompé de couleur, plus bi, parce que i carré c'est i égale i. Ok. Si et seulement si, a carré. Alors, donc là, encore une fois, je me suis trompé, c'est a plus b fois a, et a carré, c'est donc alpha a. Donc j'ai a alpha plus a plus b a, plus b moins 1 i égale 0. Génial. Alors, pour le coup, i et a sont deux matrices indépendantes l'une de l'autre, tout simplement parce que i, par exemple, i est de rang n, donc il n'est pas possible, enfin, ces deux-là ne sont pas parallèles entre elles, vu que rang de a c'est 1. Donc, vu qu'il n'y a pas de possible combinaison linéaire de ces deux éléments, ça veut dire que les deux coefficients sont nuls. On identifie les deux coefficients par liberté de grand A et grand I, et on peut dire, bah écoute, a alpha plus a plus b doit être égal à 0, b moins 1 égale 0. Génial, si et seulement si b égale 1, on le prend tout de suite. Ce qu'on a trouvé tout à l'heure, hein. B c'est le coefficient devant i, pouf, ça vaut 1. Et ensuite, hop, j'isole le petit a c'était 1 plus alpha, et ben j'ai a 1 plus alpha égale moins 1. Et là on a la même discussion, attention, alpha différent de moins 1, et si alpha différent de moins 1, alors on a bien a égale moins 1 sur 1 plus alpha, on trouve une combinaison unique. Et on trouve la condition nécessaire et suffisante d'existence ici. Voilà, donc c'est des techniques de calcul matriciel qui tombent souvent. Je trouve bien, je voulais vous donner aussi ce truc-là, de quand on a une matrice de rang 1, il y a plein d'exercices vraiment top, où il faut penser à écrire ça. On écrit ce truc, et on écrit cette... comment dire? On l'écrit comme un produit de deux colonnes, colonne x fois colonne transposée de y, et ça fonctionne bien. J'espère que ça vous a plu. Inscrivez-vous au stage de février si vous êtes en train de regarder la vidéo dans un... Enfin, pas en 2029, hein, et que vous êtes bien en février de 2026. Stage février, j'en fais deux sessions pour les zones géographiques comme j'ai expliqué, donc inscrivez-vous à la bonne, soit le 16 février pour les zones A et B, soit ça commence le 23 pour la zone B et C. Allez, à toutes.